mariez-vous jeune et faites un maximum de bébés. Aidez, si vous êtes déjà marié, déjà fiancé, aidez vos amis qui sont célibataires à rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est une action très concrète également. Ce qui va suivre est une fiction, imaginée à partir d'un projet bien réel. Dans un futur proche, les défenseurs des droits humains sont réduits au silence partout dans le monde. Amnesty International organise la résistance depuis le studio caché de sa radio libre, Right Now. Quel que soit son lieu de résidence, aucune Américaine n'aurait le droit d'avorter. La France devient donc le 69e pays à officiellement interdire l'avortement. Le Sénat de Caroline du Sud vote l'interdiction de pratiquer une IVG. Le fait de ne pas déclarer ses cycles menstruels sur l'application officielle est désormais passif de 5 000 € d'amende et de 10 mois de prison ferme. La Cour suprême s'apprêterait à enterrer l'arrêt qui, depuis 1973, protège l'IVG au niveau national. Bien sûr, je peux vous raconter. Je suis allée en Islande. Bon, ça m'a coûté 27 000 €, quelque chose comme ça. J'ai dû signer une dizaine de papiers officiels, obtenir 3 certificats médicaux. Mais bon, au final, j'ai pu avorter. Le gouvernement conservateur va soumettre un texte limitant drastiquement le droit à l'IVG, permis uniquement en cas de viol ou de danger grave pour la santé de la femme. On vend des préservatifs, des stérilés, des pilules du lendemain. Et le truc, c'est qu'on doit déménager en fait toutes les semaines si on veut passer à repérer. Mais franchement, on va pas lâcher. Hey bitch, we control your bodies. Guess what? Guys win again. You will never control your own bodies. Right Now. Right Now. C'est bien connu, mais c'est pas inutile de le rappeler, depuis l'arrêt Roe versus Wade aux États-Unis au début des années 2020, la remise en question des droits reproductifs a gagné du terrain partout dans le monde. Le projet de société prôné par les masculinistes et les tradwives est apparu comme une réponse assez évidente à la crise de la natalité qu'on a observée à la surface du globe dans les années 2030. Pour remédier à cette tendance, mais en réalité surtout pour contrer les mouvements en faveur des droits des femmes, le droit à l'avortement a été interdit de manière temporaire ici et là, puis il a été aboli, vous le savez aujourd'hui, dans 191 pays. Aujourd'hui, on ne parle plus de droits reproductifs, mais de santé optimale de la femme. Aujourd'hui, les femmes sont soumises à un contrôle biométrique permanent pour faire des enfants. Aujourd'hui, l'avortement n'est autorisé que de manière exceptionnelle, en cas de danger pour les fœtus, et la vie de la femme est uniquement sous condition. Seuls le Canada et l'Islande autorisent l'IVG sous contrôle étatique. Ce sont donc les seuls endroits où on peut se procurer du mifepristone et du misoprostol. C'est le laboratoire américain Provita qui détient le monopole sur les brevets de ces médicaments, qui sont commercialisés autour de 2700, 2900 €, je crois, pour les derniers chiffres, la tablette. Tout est donc parti des États-Unis et sur la base de cette idéologie pro-famille, un faisceau de raisons religieuses, culturelles, juridiques selon les pays a abouti à ce statu quo international. Les associations anti-droit sont devenues des entités officielles puisque dans certains États, elles font partie des services publics et qu'elles ont même parfois des ministères. Pire encore, la politique nataliste n'a pas fonctionné autant que prévu puisque le taux de natalité est le même aujourd'hui que dans les années 2030. On reçoit aujourd'hui Jeanne Efez, chargée de plaidoyer à l'association IPAS qui œuvre pour les droits à la santé sexuelle et reproductive. Bonjour Jeanne. Bonjour. Bienvenue enfin dans Right Now. Right Now. Right Now. Un podcast d'Amnesty International. Les mouvements anti-droit dont je viens de parler, ils n'ont jamais été aussi puissants, ça c'est une évidence. D'ailleurs, c'est eux qui ont fédéré tous les différents courants pro-famille à la surface du globe. Est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont ils se structurent, ces mouvements anti-droit, qui ils sont et ce qu'ils font ? Bien sûr, justement, tu parles des États-Unis. En fait, ce qu'il faut se figurer, c'est que tout a commencé dans les années 70 aux États-Unis. À partir du moment où l'avortement a été légalisé en 73 avec Roe v. Wade, on voit émerger en fait un espèce d'écosystème d'associations dont l'objectif ultime, unique, va être d'arrêter l'avortement dans le monde. Et là, du coup, ils se structurent, ils se professionnalisent, ils créent des associations de défense juridique, ils créent des associations terroristes aussi pour arrêter l'avortement partout aux États-Unis. Et surtout, en fait, ils commencent à s'internationaliser. Dans les années 1980-1990, en même temps qu'on voit des grandes victoires féministes à l'ONU, on reconnaît la diversité de genre et surtout, on commence à reconnaître que l'avortement clandestin est une source de mortalité maternelle et donc on encourage les États à changer leurs lois. On voit en fait
fait cette espèce de matrice idéologique infiltrer de plus en plus les espaces multilatéraux, les espaces des droits humains, et se crée petit à petit un espèce d'écosystème d'organisations qui sont souvent très très bien financées, d'organisations juridiques, de think tanks, d'organisations religieuses. Et avec le Vatican, on voit se émerger en fait un énorme mouvement pro-famille, anti-genre, avec des discours pro-souverainistes, dont l'objectif va être d'arrêter justement tous les progrès féministes qui ont été faits. Et, justement, j'ai une question sur ce mouvement pro-famille, donc, qui est très lié aux antidroits. Derrière ce mouvement pro-famille, il y a une vraie idéologie qui est en train de s'implanter un peu partout, puisque avant, il y avait les plannings familiaux. Aujourd'hui, il n'y a que des centres de grossesse en crise. Peut-être juste expliquer ce que c'est, le centre de grossesse en crise. Oui, bien sûr. Donc, les centres de grossesse en crise, ça a été un petit peu pérennisé pendant l'ère Trump 2.0. C'est des centres de santé, enfin, soi-disant de santé, en fait, qui sont là pour encourager, dissuader les femmes, notamment les femmes les plus précaires, les femmes dans le besoin, d'avorter. Donc, en fait, ce que ça a créé, c'est un système alternatif soi-disant basé dans la santé de la femme, ce qu'eux, ils ont commencé à appeler la santé optimale. Et l'idée, en fait, c'était de créer des systèmes parallèles aux plannings familiaux, des centres où on accompagnait les femmes pendant toute leur grossesse, on les poussait à adopter, et ça a commencé à se disséminer à travers le monde à partir des années 2020-2030. On a vu, par exemple, des donations pour de l'hôpital hospitalier. Enfin, bon, ils ont créé un système, en fait, parallèle aux plannings familiaux. Ces centres de grossesse en crise, aujourd'hui, ils ont pignon sur rue. Il pourrait d'ailleurs y avoir un partenariat éventuel entre l'éducation nationale et ces centres. Ça voudrait dire qu'à partir de la rentrée prochaine, il y aurait peut-être des référents de ces centres de grossesse en crise dans les lycées, dans les universités. Ça montre à quel point l'idéologie pro-famille s'instille de plus en plus au fil des années partout dans la société, puisque là, elle va directement dans l'esprit de nos enfants. Et cette idéologie, comment elle se caractérise ? C'est quoi l'idéologie pro-famille ? Pour revenir déjà sur les centres de grossesse en crise, en fait, ce qui s'est passé, c'est le moment où la big tech, on va dire, tous les systèmes de surveillance biométrique, etc., se sont alliés avec cette idéologie pro-famille. On a vu, en fait, s'institutionnaliser, s'accélérer cette idée de la santé alternative. Et en fait, les centres de grossesse en crise, ils sont venus remplacer donc les plannings familiaux, etc., pour être un petit peu le socle de ce qu'on appelait, on a arrêté de faire de l'éducation complète à la sexualité, on est passé à éducation à la morale, et on a retrouvé donc ces centres d'accompagnement finalement de la grossesse, de la glorification de la grossesse aussi, qui est encouragée bien sûr aux familles nombreuses dans des rapports hétéronormés. On parlait plus de genre bien sûr à l'époque, on ne peut parler que de sexe, les femmes et les hommes, donc pour décourager aussi toute pratique sexuelle déviante. Et donc ces centres de grossesse en crise, on l'a vu notamment sous Trump, avec le projet 2025 qui est devenu l'espèce de disque dur en fait de l'idéologie trumpiste. C'était sous Trump 2, Ouais, c'était sous Trump 2. En fait, le projet 2025, ça a été en fait un programme étatique qui a été mis en place. Nous, on a sonné, les associations féministes à l'époque avaient vraiment sonné l'alarme pendant des années. Le problème, c'est qu'on l'a pas pris au sérieux comme une infrastructure politique et un espèce de programme, alors qu'il a décrit exactement comment, en fait, Trump 2.0, ce qui avait été fulgurant et sidérant, c'est qu'en 130-150 jours, ils ont démantelé la démocratie américaine en s'attaquant à l'immigration, à la diversité, aux droits des femmes. Et les centres de grossesse en crise, en fait, c'est devenu un modèle répété, répandu. D'abord, on les voyait qu'en Pologne, en Italie. Après, il y en a eu plein en Afrique parce qu'ils ont conditionné l'aide au développement avec les centres de grossesse en crise. Et en fait, le projet 2025, il a été répliqué, adapté. Orban, de toute façon, avait déjà un petit peu commencé de son côté. En Hongrie. En Hongrie, ouais. Et un deuxième moment qui a été justement catastrophique pour ça, ça a été l'élection de Kast au Chili. Je crois que c'était en 2025. Donc Kast, qui était un des architectes aussi du mouvement anti-droit, il faisait partie d'une petite secte qui s'appelait le PNFV. Dedans, il y avait Meloni, Orban, etc. Et ça, c'était en fait un espèce de laboratoire de politique anti-genre. Financé aussi par des milliardaires russes à l'époque. On retrouvait toute l'extrême droite espagnole, bref. Et donc, les Kast, les Orban, les Trump du monde ont pérennisé, en fait, cette approche hyper biométrée et alternative, finalement, de la santé, où on a effacé éduc-sexe, droits LGBT, etc. Et c'est marrant parce qu'en vous écoutant, j'ai l'impression que
les 5 ans qui se sont passés entre 2025 et 2030, ça a vraiment été un tournant majeur en fait dans l'orientation que le monde a pris, quoi. Donc tout à fait. Et puis bon, c'est venu après les ères Covid, de ce qu'on nous a raconté. Il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu Gaza. En fait, ce qui s'est passé surtout, c'est qu'il y a eu une massification de la désinformation. En fait, on est passé dans un post-vérité. Justement là-dessus, parce que vous venez de parler de santé alternative et en parallèle avec la massification de l'information, il y a les partis au pouvoir, ils ont donc instauré cette fameuse bogus science, qui est une fausse science pour justifier la politique nataliste dont vous parliez. Est-ce que vous pensez que c'est possible de rétablir ce que nous, on appelle la vraie science, c'est-à-dire ce qu'avant on considérait comme la vérité? Non, tu parlais des années 2020, 2020-30. En fait, il y a eu un avant et un après. On est passé, et on a basculé. En fait, on a basculé dans la post-vérité. Les gens n'avaient plus la capacité de discerner des deepfakes de la vérité. Et surtout, en fait, on a institutionnalisé la désinformation médicale. Il y avait, au début, c'était des petites propositions de loi qui venaient des États-Unis et de la Hongrie, comme par exemple le fait que les déchets contraceptifs ou les restes des avortements cliniques pouvaient contaminer les eaux dans les États. On s'est retrouvé avec en fait des faits comme ça qui sont devenus des vérités. On a commencé à forcer les femmes à amener les restes de leurs fausses couches dans des hôpitaux pour les examiner, voir si elles s'étaient pas faites avorter. On a commencé à forcer les femmes à faire des tests de grossesse réguliers, des prises de sang, etc. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que c'est dans ces années-là aussi qu'on voit une prolifération de faux, en fait, think tanks qui produisent, soi-disant, des articles scientifiques. On les voit à Bruxelles, beaucoup, à l'époque. Il y avait aussi la déclaration du consensus de Genève dans ces années-là. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on n'est pas juste dans une production scientifique. En fait, ce qu'ils ont commencé à faire dans les années 2020 et 2030, et ça, il faut le mettre en parallèle avec l'espèce de vidage de substance totale de l'ONU. En fait, l'ONU qui était un petit peu quand même, à l'époque, on va dire, notre paradigme pour protéger le normatif, le droit international, le droit des femmes, ça restait quand même en fait des outils juridiques qu'on utilisait à travers le monde. En fait, les États-Unis, et ça c'était sous Trump.1, je crois, avec Mike Pompeo, ils ont commencé à créer en fait des structures parallèles des droits humains en leur donnant des fausses légitimités. Déjà parce que le consensus de Genève, il n'y avait pas de consensus international, il n'avait pas été écrit à Genève, c'était pas un vrai document en fait des droits humains, mais il a été érigé comme tel. Il a été au début c'était je crois 40 pays, aujourd'hui c'est une centaine qui ont adhéré. Et en fait c'est un manifeste chrétien de suprématie blanche qui met au centre de son idéologie la famille hétérosexuelle, qui est radicalement contre l'avortement, contre les droits LGBT. Et malheureusement, le consensus de Genève, il s'est accompagné de programmes politiques opérationnels, en fait, qui ont commencé à être déclinés dans des pays. Et pourquoi je t'en parle? Parce qu'on parle de science. Et en fait, ils ont créé dans ces années-là, leur définition de la santé et leur définition des droits. Et c'est devenu de plus en plus complexe, en fait, dans les arènes multilatérales. On ne se battait pas, en fait, avec des mêmes définitions de ce qu'est le droit. Donc, on a perdu droit à la santé sexuelle et reproductive, on a perdu le genre, en fait. Il y a eu une espèce de systématisation, de vidage de substance des textes, mais surtout, on s'est retrouvé face à des coalitions d'États qui étaient appuyées par tout cet écosystème des acteurs anti-droit dont je te parlais, qui, eux, donc, ont accédé au pouvoir et qui sont devenus périns, après, en Argentine, tout l'écosystème des associations ultra-réactionnaires, le syndicat de la famille, en fait, qui deviennent des organisations clés au sein de ministères. Et c'est la même chose avec le consensus de Genève, en fait. Ça a créé un espèce de modèle de santé, sans santé sexuelle et reproductive, sans avortement, sans soins post-avortement. Et bien sûr, encore une fois, plus d'éduc-sexe. Tu parlais du contrôle biométrique rapidement qui s'exerce sur le corps et sur tout le process, même la vie sexuelle des femmes. On a beaucoup d'auditrices qui nous ont posé des questions, qui ont voulu t'adresser cette question-là. Ce contrôle biométrique auquel les femmes sont soumises, est-ce que tu pourrais peut-être le définir, voir comment on pourrait le contrer c'est compliqué en fait parce qu'on est arrivé à un moment d'alignement de l'interface en fait techno, biopolitique, avec c'est presque comme si la machine
connaissait nos moindres désirs et les anticipait avant même qu'on les ait exprimés. Donc toutes nos recherches sur des moteurs de recherche sont paramilitarisées. Enfin, je veux dire, on est tous les mois, on est obligé d'aller faire, comme je disais tout à l'heure, des prises sanguines. Dès qu'on a nos règles, en fait, ça s'installe tout de suite dans un système. Les tests de grossesse, ils ont été centralisés. Donc, en fait, à partir du moment où tu as une grossesse, elle doit se déclarer au bout de 72 heures. Il y a des auditrices qui nous disaient qu'elles ont oublié de déclarer leur cycle menstruel sur l'application et qu'en fait, elles ont reçu des convocations. Ah bah non, mais t'as des amendes directes. Et à partir du moment où t'es enceinte, et c'est là où en fait la résistance devient la plus difficile, c'est qu'au bout de 72 heures, donc t'es obligé d'aller dans des centres médicaux. Et là, ils ont développé en fait des médicaments et des hormones qui font vraiment en sorte que les grossesses restent. Et en fait, nous, notre résistance principale, elle est justement de ne pas faire d'enfants. Heureusement qu'on travaille avec une solidarité internationale d'hommes qui, eux, pratiquent la vasectomie clandestine. Et d'ailleurs, on les remercie. Mais sinon, ça devient très, très compliqué de ne pas faire d'enfants. Alors, on s'organise. Déjà, la majorité d'entre nous sommes dans des relations affectives homosexuelles. On fait très très attention au rapport qu'on a. Et il y a plein de façons en fait. Il y a des réseaux qui existent, je peux pas trop en parler ici. Mais justement, sans parler de ces réseaux pour des raisons de sécurité évidentes, qu'est-ce que toi, quel message tu fais passer à toutes ces activistes et tous ces activistes aussi qui aident toutes les femmes qui sont victimes d'un acharnement judiciaire parce qu'elles font des fausses couches ou alors qui veulent se procurer des produits sur les marchés noirs. Cette aide qui se développe, il y a un mot qui est le mot de résistance qui est en train d'essaimer un peu partout. Toi, quel message t'adresses à celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient en faire partie ? Je peux déjà, celles qui m'écoutent et qui savent, on sait très bien qu'il y a des centres qui ont été créés en fait pour mettre tous les soi-disant les communautés sexuellement déviantes. On sait que les féministes, elles se sont fait chasser, que c'est des mots qu'on peut plus utiliser. J'ai envie de leur dire que c'est le poumon de la résistance, que le futur il va passer par elles de toute façon. On sait qu'elles ont réussi à développer leur propre façon de faire des pilules abortives. Je pourrais mettre à disposition, s'il faut, je ne sais pas si on peut développer un canal pour parler avec vos auditoristes après, si on peut. Pour qu'il y ait accès à ces médicaments. Mais je pense que ce qu'on a vu de toute façon, c'est la résistance sur papier. Il n'y a que ça qui marche en fait. On a commencé à s'écrire, on a commencé à développer des réseaux où on se laissait justement des écrits un petit peu partout. Il n'y avait que ça pour résister à la machine. De ne pas enregistrer aussi, parce que comme le célibat finalement a été tellement shamé dans ces années, on a commencé à mentir aussi sur qui étaient nos partenaires et de continuer à résister à la natalité. En fait, ne pas faire d'enfants, ça continuera à être notre mode principal de résistance et de continuer à s'aimer aussi, c'est important. Ça, c'est toujours important. Justement là-dessus, sur le fait de ne pas faire d'enfants, il y a quand même une ironie de l'histoire folle, c'est que le taux de natalité qu'on observe aujourd'hui est quasiment le même que celui des années 2030. On disait le fin des années 2020, entre fin des années 2030, c'était vraiment ce moment de bascule. Du coup, ça veut dire que toutes les politiques natalistes ratent en fait. Ouais, en fait, ils se sont complètement plantés. S'il y a un truc qu'on savait depuis même l'Égypte antique, c'est que la loi ne change pas le taux d'avortement clandestin. Enfin, de l'Antiquité au Moyen-Âge, au XXe siècle, c'était pareil. On le voyait partout dans le monde. Une femme qui ne veut pas garder une grossesse ne la gardera pas. Donc, tant qu'ils n'auront pas créé des utérus artificiels, en fait, ce qui est possible. Ce qui sera possible peut-être. En tout cas, ce qui paraît pas du domaine de l'impossible. Ce qui paraît pas du domaine de l'impossible, on aimerait bien en fait. Et du coup, en fait, d'inciter, de forcer en fait à la reproduction, à moins peut-être parfois d'accompagner ça de réelles politiques, de redistribution du care, d'accompagnement de la parentalité, en fait, de créer les conditions de la parentalité qui soient plus justes et économiquement viables. Ça ne marche pas. Et on peut pas forcer des femmes à avoir des grossesses dont elles ne veulent pas, au prix d'ailleurs parfois de mortalité
hyper élevé. Et d'ailleurs, ça continue. Les mêmes fléaux qu'on avait sur l'avortement clandestin, qu'on avait dans les années 2020-2030, là, ils ont quadruplé. Parce que les femmes sont prêtes à tout. Et on ne peut pas couvrir toutes les Bien femmes sûr. du monde. Déjà qu'il y a des pénuries et que l'accès à la contraception est hyper régulé, on se retrouve avec des taux d'infanticide et de grossesse non désirée qui sont du coup ultra élevés, quoi. J'ai une dernière question qui paraît simple mais qui en fait ne va pas l'être. C'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire ou dû faire pour ne pas en arriver là? Donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? On n'a pas pris au sérieux la bataille culturelle en fait. On n'a pas pérennisé la science, l'accès à l'information, le journalisme d'investigation. On n'a pas pris au sérieux en fait la pénétration politique de ces groupes anti-droits et de leur rapprochement avec l'extrême droite. Et surtout, on a fait de l'avortement un enjeu qui était l'enjeu des féministes et pas un enjeu démocratique, pas un enjeu du droit. On s'est pas penché sur le fait que les droits LGBT et des trans qui à l'époque ont été massivement pourchassés étaient en fait des exemples pour ce qui allait suivre pour plein d'autres libertés civiques plus larges. Et en fait, en faisant de l'avortement et de la santé sexuelle et reproductive le problème des femmes, le problème des féministes, on l'a complètement abandonné dans cette espèce de chasse au wokisme. On n'en a pas fait un enjeu sociétal et on se retrouve aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, quoi. Merci beaucoup, Jeanne, d'être venue à Right Now. On te met du coup en relation avec toutes les auditrices et auditeurs qui ont des questions. Merci. Merci. Right Now. Un podcast d'Amnesty International produit par le studio Sonic. Écrit et animé par Tanguy Bloom. Réalisation sonore Lucie Lossel. Producteur éditorial Christophe Payette. Producteur exécutif Étienne Choteau. Chargé de production Mélodie Lecam. Image Lucas Plançon. Montage vidéo Louise Bellambert. Pour un autre futur, agissez maintenant. Engagez-vous à nos côtés, participez à nos actions, signez nos pétitions et faites un don sur amnesty.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux @Amnesty France. Si vous avez aimé ce podcast, mettez des étoiles, des commentaires et partagez-le autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne et rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. On se bat ensemble, on gagne ensemble.